sur l'ergonomie au bureau. Je voulais vous préciser que ce webinaire ne traitera pas de l'ergonomie en atelier. Néanmoins, à la fin du webinaire, la démarche vous sera brièvement présentée par Élodie Decker, notre spécialiste au CETIM de la prévention des troubles musculo-squelettiques au poste de travail. Elle a d'ailleurs publié une étude en 2017 sur le sujet. Bien sûr, à la suite de ce webinaire, il y aura un espace pour vos questions. N'hésitez pas à en poser. Je vous souhaite un bon webinaire à tous et je vais passer la parole à Clarine Lenormand. Alors, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer en quelques slides ce qu'est l'ergonomie, puis je vous parlerai d'une étude d'ergonomie au bureau. J'avais prévu de vous présenter une étude sur l'ergonomie au poste de travail, donc je ne sais pas si je vais plutôt laisser la main à Élodie, c'est ça? Est-ce que je pourrais juste avoir un petit retour parce que j'avais prévu de... Oui, oui. Donc je ne parlerai pas de cette étude, dans ce cas, je parlerai juste de l'ergonomie au bureau. Et avant ça, avant de commencer, je vais rapidement resituer qui je suis. Alors, je m'appelle Clarine Lenormand, je travaille au FCBA, qui est un institut technologique, un centre technique industriel français dans les filières forêt, cellulose, bois construction et aménagement des espaces de vie. Moi, je travaille au pôle aménagement des espaces de vie, qui comprend plusieurs équipes, mais moi, je fais partie de l'équipe innovation, qui comprend plusieurs compétences, par exemple la santé et l'environnement. On a aussi une partie Innovatech pour tout ce qui est matériaux innovants. Vous avez d'ailleurs une webconférence qui s'est déroulée il y a quelques semaines sur ce sujet, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revisionner ce webinaire. Et moi, je fais partie de la compétence ergo-conception pour la partie ergonomie, et je travaille aussi avec quelques designers. Alors, je trouvais que c'était intéressant de réexpliquer un petit peu ce qu'est l'ergonomie parce que c'est une discipline assez méconnue. Donc voilà, je vais passer 5 minutes à réexpliquer ou expliquer à certaines personnes ce que c'est. Là, je vous ai mis quelques propositions pour expliquer l'ergonomie. Ce sont des propositions de choses que l'on entend souvent et qui sont peut-être vraies, peut-être fausses. Je vais vous les lire et je vais vous laisser vous faire votre propre opinion. Et puis, je vous présenterai bien entendu les réponses sur la slide suivante. Alors, une des choses qu'on entend souvent, c'est que l'ergonomie ne concerne que l'équipement de bureau, par exemple que les sièges ergonomiques. La deuxième proposition, c'est que l'ergonomie ne concerne que les gestes et postures des individus. Et la troisième proposition, c'est que être ergonome et être ergothérapeute, c'est la même chose. Donc voilà, je vais vous laisser juste 5 secondes pour réfléchir rapidement sur ces propositions. Alors maintenant, on va passer aux réponses. Alors, la première proposition est fausse car en fait, le travail au bureau, c'est l'un des sujets de l'ergonome, mais ça ne concerne pas que l'équipement au bureau. On va bien entendu prendre en compte l'équipement au bureau, mais on va aussi prendre en compte l'environnement de travail de manière générale. Il y a par exemple la luminosité qu'on va prendre en compte. Donc, ça ne concerne pas que l'équipement au bureau. Et ce n'est pas le seul sujet traité par l'ergonome. Alors, la deuxième proposition est également fausse, car l'ergonomie s'intéresse effectivement aux gestes et postures des individus, mais on s'intéresse aux gestes et postures dans une démarche, là aussi, qui est assez globale et qui prend en compte d'autres éléments, comme l'ambiance physique au travail, les risques psychosociaux. Et quand on regarde les gestes, on ne dit pas que les bons gestes qu'il faut faire. On essaie de comprendre pourquoi les gestes sont effectués de telle manière. Et il y a d'ailleurs un dicton que j'aime bien, qu'on utilise en ergonomie, c'est ils ont peut-être tort de le faire, mais ils ont des raisons de le faire. Et donc nous, en ergonomie, on cherche vraiment à comprendre quelles sont ces raisons-là pour pouvoir vraiment agir sur le cœur du problème, en fait. Donc voilà. Et pour la troisième proposition, là aussi, c'est une proposition qui est fausse. Ce sont deux termes différents, ergonomie et ergothérapie, donc je pense que la réponse était assez évidente, mais ces disciplines sont assez souvent confondues. Ce sont des disciplines qui se rapprochent car elles s'intéressent toutes deux à l'analyse de l'activité humaine, mais pour faire simple, l'ergonome
l'ergonomie peut être envisagée dans tous les endroits où il y a de l'activité humaine, alors que l'ergothérapie, lui, va plus se concentrer sur les situations de handicap et il va aussi proposer des rééducations, des choses comme ça, alors que l'ergonome ne le fait pas. Donc pour faire simple, c'est ça la différence. Alors maintenant, je vais quand même vous proposer une définition de l'ergonomie. Ici, c'est la définition de l'Association internationale d'ergonomie de 2000. Donc cette définition permet d'expliquer que l'ergonomie, c'est une discipline scientifique qui vise la compréhension des interactions entre les humains, mais aussi les interactions entre les humains et les autres composantes du système. L'ergonome va utiliser des principes théoriques, des données et des méthodes, et tout ça pour deux objectifs. Le premier objectif, c'est optimiser le bien-être des personnes, et le deuxième objectif, ça va être d'optimiser la performance des systèmes, donc la performance des entreprises aussi, par exemple. Et pour faire simple, pour synthétiser, déjà, si vous pouvez retenir ça, c'est déjà bien, c'est que l'ergonomie, c'est comprendre pour transformer, en deux mots, en trois mots plutôt. Et il est également intéressant de noter que l'ergonomie se réfère à plusieurs disciplines, car bien sûr, on ne prétend pas avoir le savoir optimal, donc on va essayer de chercher à piocher dans toutes les disciplines, par exemple la biomécanique, la psychologie, la physiologie ou l'ingénierie, pour nous permettre de comprendre vraiment au mieux les activités humaines. Ensuite, c'est aussi intéressant de noter que l'ergonomie peut être envisagée dans tous les endroits où l'activité humaine est présente. Donc, c'est pour ça qu'on peut retrouver l'ergonomie dans la conception, dans le travail, dans les interfaces web et les applications mobiles, par exemple. On peut vraiment retrouver l'ergonomie un peu partout. Et enfin, une dernière chose que je voulais vous dire sur l'ergonomie, c'est que si on prend l'exemple de l'ergonomie au travail, l'ergonomie au travail s'intéresse à l'activité humaine, mais dans une approche systématique, une approche globale. C'est ce que je vous disais à travers les propositions tout à l'heure, c'est que on prend en compte plusieurs choses. Par exemple, au travail, on va prendre en compte différentes situations de travail. On va prendre en compte aussi l'enjeu de l'entreprise, l'organisation, les problèmes psychosociaux, le collectif de travail, les manières de travailler, l'état interne de la personne et les ambiances physiques. Et il y a aussi encore d'autres exemples. Mais c'est vraiment pour vous montrer que c'est une approche globale. Ensuite, maintenant que j'ai défini l'ergonomie, je voulais juste me repencher sur l'ergonomie et les troubles musculo-squelettiques qu'on appelle les TMS, car l'ergonomie s'intéresse beaucoup à la prévention des troubles musculo-squelettiques. Mais qu'est-ce que c'est que les troubles musculo-squelettiques? Alors, ce sont des troubles de l'appareil locomoteur pour lesquels l'activité professionnelle peut jouer un rôle dans la genèse, le maintien ou l'aggravation. Les TMS affectent principalement les muscles, tendons et les nerfs, c'est-à-dire les tissus mous. Donc là, c'est une définition de l'INRS. Je vous ai mis à côté un exemple de type de TMS. De connus, il y a la lombalgie, par exemple. Il y a aussi le syndrome du canal carpien pour le poignet, le cervicalgie pour le cou, ou encore la tendinite de la coiffe du rotateur qui est connue pour l'épaule. Il faut savoir que les conditions de travail sont la première cause d'apparition des TMS. Et les TMS résultent de plusieurs facteurs, des facteurs de risque biomécaniques, l'environnement est aussi pris en compte, l'organisation peut également jouer un rôle dans les TMS, et il y a aussi les facteurs psychosociaux et individuels qui peuvent jouer un rôle dans la survenue des TMS. Maintenant, je voulais juste remettre quelques chiffres pour resituer l'impact des TMS en France. Donc en France, les TMS, c'est la première cause de maladie professionnelle et le mal de dos représente 20% des accidents de travail. Donc là, toutes ces données que je vous présente, c'est des données qui sont issues de l'assurance maladie de 2017. Et les TMS ont plusieurs conséquences. Elles ont des conséquences pour l'entreprise, mais aussi pour le salarié. Pour l'entreprise, en 2017, ça a représenté par exemple 2 milliards d'euros de coûts directs à travers les cotisations accidents de travail et maladies professionnelles. Donc, c'est pas rien. Au niveau des journées de travail perdues, ça représente environ 8,4 millions de journées. Donc, c'est pas rien non plus. Et les TMS provoquent aussi des coûts indirects et des coûts humains. Car si une personne ne travaille pas à cause des TMS, il faut aussi que l'entreprise se réorganise,
il y a peut-être une perte de productivité, il faut aussi trouver la main-d'œuvre de remplacement, etc. Et du côté du salarié, les TMS sont aussi lourdes de conséquences. Déjà, au niveau des douleurs, bah, forcément, ça ne va pas être agréable pour le salarié. Mais ce qui est encore moins joyeux, c'est que 45% des TMS entraîneraient des séquelles lourdes pour la personne, donc des incapacités permanentes. Donc la personne serait obligée de changer de travail pour travailler quelque part là où elle aurait pas mal, où elle pourrait travailler. Donc, c'est pas sans conséquence. Il y a quand même des lourds impacts, que ce soit pour l'entreprise ou pour le salarié. Mais qu'est-ce que l'ergonomie fait là, du coup? Alors, l'ergonomie permet de détecter les facteurs déclenchants des TMS. Et donc, pouvoir regarder quels sont les facteurs de risque permet d'agir sur ces facteurs-là et par la même occasion, du coup, de diminuer, prévenir et éviter l'aggravation des TMS. Donc, on va essayer d'améliorer les conditions de travail pour rendre le travail plus soutenable sur le long terme. Et ça va être bénéfique pour la santé du salarié, sa santé physique, mais aussi mentale. Et ça va aussi être bénéfique pour la performance de l'entreprise. Déjà parce que l'entreprise aura moins de coûts directs et indirects liés aux maladies professionnelles. Mais ça peut aussi avoir d'autres aspects de performance. Alors maintenant, je vais vous parler de l'exemple de l'ergonomie au bureau. Alors, l'ergonomie au bureau, c'est un enjeu actuel. Déjà, avec la crise sanitaire on a tous pu constater que la crise sanitaire a bouleversé nos manières de travailler. Le télétravail est devenu la norme, alors que avant la crise sanitaire, il y avait environ 18% des salariés qui étaient en télétravail. Et ce n'était pas tous les jours, mais c'était 18%, donc c'était assez peu. Mais suite à la crise sanitaire, il y avait environ 65% des salariés qui travaillaient en télétravail. Donc voilà, on a plus que doublé. Donc c'est assez considérable le bond qu'on a fait. Et ce sujet-là, c'est un sujet qu'on avait déjà commencé à étudier au FCBA avant que la crise apparaisse. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'exemple d'une étude qui a été réalisée en 2019 par un étudiant en Master 2 biomédical, biomécanique, biométhario et ingénierie de santé. Cette étude a été réalisée en collaboration avec l'ESO, qui est une école d'ostéopathes. Et cette étude parle de l'ergonomie et du confort au travail, en comparant le travail au bureau et le télétravail. Alors, je vais vous reparler de la méthodologie pour que vous compreniez un petit peu mieux l'étude. Alors, l'étude est basée sur l'observation de 4 sujets. Au total, il y a eu 3 jours de collecte de données. Les 2 premiers jours, c'était des jours au bureau. Donc, c'était en début de semaine et en milieu de semaine. Et le dernier jour, c'était un jour de télétravail en fin de semaine. Durant ces journées de collecte de données, il y avait 3 prises de données de 10 minutes. Donc, sur ces prises de données, il y avait des mesures à l'aide d'électromyogrammes et d'électrocardiogrammes. Donc là, je vais vous montrer sur cette slide comment ça s'est produit. Alors, on a utilisé des capteurs pour l'électromyogramme, donc on va appeler EMG pour simplifier. Il y avait 16 capteurs collés avec un ruban adhésif double face sur le corps de la personne. Donc, on s'est plutôt concentré sur les membres supérieurs. Donc, vous pouvez le voir sur la photo, il y en avait quand même un peu partout. Et pour l'électrocardiogramme, on a utilisé une montre ainsi qu'une ceinture qui était placée autour du thorax. Voilà. Pour le matériel utilisé, on a utilisé des logiciels pour traiter ces données-là. Donc, le logiciel LabChart pour le traitement des données EMG et le logiciel HRV Analysis pour les données ECG. Donc, ça vous donne des graphiques comme je vous montre sur l'image juste ici. Ensuite, je voulais aussi expliquer qu'on ne s'est pas seulement concentré sur les mesures ECG et EMG, on a aussi cherché à recueillir des éléments qui permettaient de caractériser l'usager et la situation de travail. Donc, pour l'usager, on a par exemple cherché à comprendre, à regarder plutôt sa taille, son poids, son âge. Est-ce que c'est une femme, un homme? Quel est son état de santé? Est-ce qu'il se sent stressé au moment de l'observation ou pas? Et d'autres facteurs.
Pour la situation de travail, on a cherché à regarder quel était le lieu de travail déjà. Est-ce que c'est au travail ou en télétravail? Travail au bureau plutôt ou télétravail? Pour les outils utilisés, est-ce que la personne utilisait un ordinateur portable, un ordinateur fixe, un téléphone, un écran, deux écrans, un clavier ou pas? Tous les outils qui pourraient être utilisés. On a aussi cherché à regarder les caractéristiques du mobilier, le type de siège, le type de bureau, voilà, toutes les caractéristiques. Les conditions de la pièce aussi, est-ce que c'était la lumière naturelle, artificielle? Quelle était la température? Est-ce qu'il y avait du bruit? Voilà, des éléments comme ça. Et les déplacements qu'effectuait la personne. Alors, cette étude, c'est intéressant de noter que cette étude, c'est une étude assez inédite, même si elle a été faite que sur 4 sujets. C'est une étude assez inédite car c'est la première, à notre connaissance en tout cas, qui utilise des instruments de mesure aussi objectivables que l'EMG et le CG pour comparer le travail au bureau et le télétravail. Et on a pu faire tirer de l'étude 2 résultats assez intéressants et assez importants. Le premier résultat, c'est un résultat relatif aux prises de mesure ECG. Donc, l'ECG nous a montré que le rythme cardiaque est plus lent lors des journées de travail à domicile. Donc là, on peut faire plusieurs interprétations. L'une des interprétations, c'est tout simplement que le travail à domicile permettrait de diminuer le niveau de stress et d'apporter un confort psychologique meilleur. Ensuite, le deuxième résultat important, c'est que les prises de mesure par EMG indiquent que les postures adoptées lors des journées en télétravail étaient plus contraignantes que les postures adoptées lors des journées de travail au bureau. Donc là, l'analyse qu'a faite l'étudiant, c'est que ces postures-là, c'était des mauvaises postures à cause du mobilier non adapté. Les personnes travaillaient sur un mauvais siège quand elles étaient en télétravail par rapport au siège de bureau. Le siège n'était pas accueillant, il ne permettait pas un bon maintien lombaire. Du coup, les opérateurs adoptaient des mauvaises postures assises lors de l'activité de travail. Donc, ces postures pouvaient être associées à d'autres facteurs et pouvaient conduire à une fatigue prématurée, à des douleurs et à des potentiels troubles musculo-squelettiques. Alors maintenant, je voulais juste vous reparler de quelques limites de cette étude. Déjà, c'est une étude qui a été réalisée sur assez peu de sujets. Donc, si on souhaite assurer la fiabilité des résultats, ce serait intéressant de reproduire cette étude à plus large échelle. Ensuite, il faut noter que les sujets analysés travaillaient seulement une fois par semaine en télétravail, et c'était un télétravail qui était choisi. Donc, ce ne sont pas du tout les mêmes conditions que le télétravail durant la crise sanitaire, où les personnes n'étaient pas préparées, que ce soit au niveau du matériel ou que ce soit au niveau psychologique. Donc, les résultats de cette étude n'auraient peut-être pas les mêmes effets si on prenait le cas du télétravail durant la crise sanitaire. Ensuite, les résultats se sont centrés sur l'EMG et le CG. Donc, ce serait intéressant d'avoir des analyses un peu plus poussées sur l'environnement de travail pour compléter en fait ces mesures-là. Et enfin, la dernière limite, c'est que la méthodologie de l'étude était un peu intrusive et envahissante pour les sujets. Déjà, car il fallait entrer dans l'intimité du sujet, c'est-à-dire dans son lieu de résidence pour les journées de télétravail. Donc ça, c'est pas forcément facile. Et la deuxième chose, c'est que les capteurs EMG et ECG pouvaient être aussi gênants. Par exemple, vous avez pu voir sur la photo qu'il fallait quand même placer beaucoup de capteurs sur la personne. Donc on ne peut pas les placer sur les vêtements, il fallait que la personne se déshabille. Donc ça peut être assez gênant pour le sujet. Et l'autre chose, c'est que les capteurs pouvaient aussi être gênants physiquement, car lorsque certaines personnes voulaient se mettre au fond de leur siège, ils ne pouvaient pas, enfin ils le pouvaient, mais les capteurs étaient assez gênants. Donc voilà, c'est un petit biais de l'étude. Ensuite, en discussion, je voulais juste dire que les résultats qu'on trouve, surtout au niveau de l'UMG, rejoignent les résultats que l'on trouve, par exemple, dans les articles de l'INRS, qui montrent eux aussi que la qualité du siège de travail va avoir un impact dans la survenue des douleurs et des TMS.
Ça rejoint aussi les études d'Actineo, qui est un observatoire de la qualité de vie au travail. Et ça rejoint aussi le témoignage de plusieurs ostéopathes qui ont émis plusieurs témoignages suite au premier confinement, car ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de cas de douleurs lombaires chez leurs patients à cause des mauvais sièges de bureau. De plus, le télétravail a été une nouveauté pour beaucoup de personnes lors du premier confinement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils n'étaient pas toujours préparés psychologiquement et au niveau du mobilier. Donc, ce télétravail-là a provoqué l'apparition des douleurs lombaires chez beaucoup de personnes ayant été en télétravail. Les douleurs lombaires durant le confinement et durant le télétravail sont apparues quand même suite à la coexistence de plusieurs facteurs. Les sièges du bureau ont été un des facteurs principaux, mais il y a aussi d'autres facteurs. Par exemple, la baisse de morale, le manque de relations sociales, le stress, les horaires de travail aussi, parce qu'on s'est rendu compte que en télétravail, il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient d'autant plus en télétravail qu'au bureau. Et, et voilà, l'environnement de travail n'était pas toujours adapté. À part à part les sièges de bureau, il y a aussi le fait que les personnes travaillaient aussi sur un lit parfois, sur un fauteuil, sur un tabouret. Et là, je vous ai mis un petit sondage qui a été réalisé par l'Opinionway en septembre 2020, qui va aussi dans ce sens et qui explique que 46% des répondants trouvaient que la configuration de leur environnement professionnel était inappropriée et pouvait générer de l'inconfort lors du télétravail. Donc voilà. Et je voulais juste finir, du coup, pour cet exemple-là, sur le fait que c'est pas le télétravail en fait qui est responsable du mal de dos, mais ce sont les conditions dans lesquelles il s'effectue. Donc voilà. Bah, maintenant, je vais passer la main à Elodie pour parler de l'aspect industrie. Je vais peut-être répondre aux questions avant, je ne sais pas comment on s'organise. Alors, je reprends le Daniel Feldman, là, je reprends la discussion. En fait, on avait prévu de terminer la présentation, donc on va passer la main à Elodie et puis on prendra les questions après. Voilà, pour l'instant, je n'en ai pas vu. D'accord. Elodie, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Moi, j'avais prévu juste de présenter un slide, ne pas de présenter un exemple pour laisser la parole à Clarine plus étoffément. Donc, je ne sais pas si finalement son exemple peut être malgré tout présenté sur les postes de travail situés en atelier. Eh ben, peut-être ce que tu peux faire, Elodie, c'est présenter ta slide et puis Clarine reprendra peut-être et terminera son exemple parce que comme c'est un peu une synthèse, donc voilà, on y va ou attends, parce que si ça fait des manips de trucs, peut-être Clarine termine et puis tu présentes ta slide après. On va faire comme ça, plus rationnel. Voilà, pardon pour ce cafouillage. Clarine, c'est à vous. Pas de souci, je remets la slide. Alors. Est-ce que vous voyez? Oui, oui, moi je vois. Ok, oui, c'est bon. Je reprends le relais. Alors là, du coup, je vais vous parler d'un exemple de diagnostic. C'est un cas réel, mais ce n'est pas mon intervention. C'est un cas qui est très parlant, je trouve. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de vous le présenter aujourd'hui. Et c'est un cas qui est aussi assez facile à comprendre. Donc là, on va parler d'un poste de travail dans un abattoir. Donc, le poste de travail, c'est un poste où les opérateurs doivent découper des pièces de viande. Et c'est une chaîne de travail. Donc, les personnes travaillent vraiment à la chaîne. Ce sont des gestes très répétitifs avec une cadence qui est imposée. Il y a environ une dizaine d'opérateurs sur la chaîne, entre 10 et 15 opérateurs. Et les opérateurs utilisent des couteaux qui doivent être affûtés très régulièrement pour découper la viande plus facilement. Maintenant, je vais vous parler du contexte de l'intervention ergonomique. Donc là, dans cette situation de travail, il y avait très peu de maladies professionnelles sur le poste. Mais du jour au lendemain,
il y a eu l'apparition de plusieurs TMS. Plus de la moitié des opérateurs étaient concernés en très peu de temps. Sauf que le paradoxe, c'est qu'il n'y avait pas de changement noté sur la ligne depuis la survenue des TMS. Il n'y avait pas de nouveaux couteaux, il n'y avait pas de nouvelles machines, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun changement qui pouvait être visible. Donc le responsable était dans l'incompréhension. Il allait même jusqu'à se demander si ce n'était pas un mouvement de révolte en fait de la part de ses salariés. Mais il a demandé à un ergonome de venir pour voir quand même ce qui n'allait pas. Donc, au niveau de la méthodologie, l'ergonome, là, je vais bien sûr vous présenter quand même une synthèse du diagnostic pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc, l'ergonome va interroger plusieurs acteurs sur le lieu de travail pour essayer de comprendre comment ça marche, quels sont les procédés, est-ce qu'il y a eu des changements. L'ergonome a aussi réalisé des entretiens et des observations avec les opérateurs pour comprendre là aussi comment ça fonctionne, comment ils travaillent, quelles sont leurs stratégies. Il est à noter que les opérateurs ne se rendent pas toujours compte, ils n'ont pas toujours conscience de leur stratégie. C'est pour ça que nous, en ergonomie, on a plusieurs techniques d'entretien qui permettent de les faire expliciter et qui permettent de relever ces stratégies-là. Au niveau du diagnostic, ça va être assez rapide, mais l'ergonome s'est aperçu qu'en réalité, il y avait eu un changement sur le poste de travail. En fait, il y avait eu la mise en place d'une nouvelle machine qui était très bruyante dans un secteur à proximité. Donc là, je vous ai mis un schéma. En bas, vous pouvez voir le poste de travail abattage et en haut, il y a la nouvelle machine. Donc tout ça est séparé par un mur avec une porte. Donc le responsable n'avait pas pensé à ce changement-là. Mais comme le bruit était très bruyant sur cette nouvelle machine, elle a quand même changé l'environnement sonore du poste d'abattage de quelques décibels. Donc, c'était plus ou moins visible. Sauf que les analyses de l'ergonome ont montré que les opérateurs se fiaient au bruit du couteau pour savoir si la lame était bien aiguisée. Donc, les opérateurs n'avaient pas le même environnement sonore à cause de la nouvelle machine. Donc, ils ne pouvaient plus se fier au bruit du couteau. Ils avaient plus de mal à se fier à ce bruit-là. Donc, ils aiguisaient moins vite leur couteau. Ils se rendaient moins compte facilement que leur lame devait être aiguisée. Donc, de ce fait, ils devaient fournir un effort encore plus important pour découper la viande. C'était devenu de moins en moins facile, mais ils ne s'en rendaient pas forcément compte, car c'était tellement habituel pour eux de découper, qu'ils ne s'en étaient pas vraiment aperçus. Et voilà, les TMS peuvent survenir à partir de plusieurs facteurs. Par exemple, au niveau biomécanique, il y a les gestes répétitifs qui rentrent en compte, il y a les postures contraignantes, la durée de travail, il y a aussi l'effort qui est exercé et ça peut être aussi aggravé par d'autres facteurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça peut être aggravé par exemple par le stress, par les contraintes organisationnelles, etc. Et donc là, dans cette situation de travail, il y avait les gestes répétitifs, il y avait aussi les efforts importants et il y avait aussi d'autres facteurs. Donc tout ça a provoqué la survenue des TMS dans cette situation. Donc voilà, pour finir, je voulais juste dire que cet exemple montre que pour comprendre les TMS, c'est important de se pencher sur l'activité réelle des opérateurs, sinon on peut passer à côté de beaucoup de choses. Et je voulais aussi appuyer sur le fait que l'analyse fine de l'activité a permis de découvrir la réelle cause d'apparition des TMS. Et c'est important de pouvoir vraiment diagnostiquer les réels facteurs de risque et les réels facteurs qui impactent si on veut trouver des solutions qui soient réellement adaptées et qui, derrière, pourront vraiment transformer durablement la situation de travail de manière positive. Voilà, c'est bon pour moi. Je vais repasser la main à Élodie. Merci. Est-ce que tout le monde voit mon écran? A priori, oui. Donc, je vais faire peut-être plutôt la conclusion finalement sur ce que vient de dire Clarine, parce qu'on a vu les opérateurs qui travaillent au bureau, enfin en tout cas les personnes qui travaillent au bureau. Pensons également à tous les opérateurs qui sont restés aussi pendant la phase de Covid à leur poste de travail dans l'atelier.
Donc, un certain nombre de points sur lesquels les industriels se posent des questions, notamment sur la conception, voire la conception d'un poste de travail. L'automatisation, voire la robotisation d'un poste de travail manuel, comment intégrer ces différents éléments pour répondre aux besoins et malgré tout répondre également à toutes les exigences réglementaires. Exigences réglementaires dans le cadre du Code du travail, réponse aux documents uniques, etc., mais aussi répondre aux exigences réglementaires lors de la conception d'une nouvelle ligne de production, par exemple, notamment avec la mise sur le marché de machines neuves et réponse aux directives européennes telles que la directive machine 2006-42 CE. Donc, c'est essayer de trouver un compromis entre les besoins des opérateurs, le besoin réel des opérateurs et toutes ces exigences, entre guillemets, aussi bien réglementaires que de besoins pour l'entreprise en termes de performance. Le but, c'est toujours, comme l'a dit Clarine, d'améliorer les conditions de travail des différents opérateurs. On parle de bien-être au travail. Réduire tout ce qui est accident, voire éliminer tout ce qui est accident du travail, mais aussi tout ce qui est maladie professionnelle à travers les TMS. Et bien sûr, le but est également de pouvoir améliorer la performance et la qualité, la performance de l'entreprise et la qualité des produits qui vont être fabriqués par ces différents opérateurs. Donc, une des réponses, Clarine l'a bien montré, c'est vraiment de faire cet accompagnement à l'analyse ergonomique du poste de travail pour aider les industriels à choisir les solutions et les bonnes solutions. C'est l'analyse ergonomique au poste de travail en essayant de prendre en compte les besoins réels des opérateurs dans un environnement. Ce n'est pas simplement regarder le poste de travail fixe de l'opérateur, mais c'est regarder, d'avoir une vue plus large en regardant, en étudiant l'ensemble des problématiques que l'on peut retrouver avec l'environnement physique, notamment. Certes, on a vu un extrait, tout ce qui est posture de travail, mais ce n'est pas que ça, c'est vraiment l'aménagement du poste de travail dans sa globalité, avec l'environnement physique également, bruit, vibration, problème d'éclairage, etc. Problèmes de température aussi qui peuvent avoir un impact sur les conditions de travail. Donc, c'est accompagner l'industriel, c'est aussi peut-être former les opérateurs aux nouvelles, à toutes ces problématiques ergonomiques pour qu'eux-mêmes puissent réagir et agir en conséquence pour améliorer leur poste de travail, qu'ils soient aussi peut-être contributeurs à cette analyse ergonomique du poste de travail, parce que souvent, l'ergonomie, c'est aussi le bon sens. C'est pas forcément trouver des solutions. On n'est pas obligé de mettre un exosquelette systématiquement pour améliorer des problèmes de manutention manuelle. On peut aussi trouver des solutions qui sont relativement simples pour améliorer le confort du poste de travail. Et souvent, les opérateurs ont déjà eux-mêmes des bonnes solutions. Ou en tout cas, c'est faire aussi, c'est questionner à travers les différents outils, c'est questionner les opérateurs et l'ensemble des opérateurs qui peuvent avoir entre postes de travail, entre équipes, des solutions palliatives différentes, des procédures un petit peu complémentaires qui peuvent, quand elles seront toutes regroupées, peuvent convenir à tous ou à une majorité pour pouvoir améliorer ces conditions de travail. Donc, cette analyse d'ergonomie, ce qu'on propose également, c'est de la coupler à l'analyse des risques. Il ne faut pas oublier aussi que, certes, l'opérateur doit conserver sa santé, mais aussi sa sécurité sur l'ensemble du poste, donc à travers des questionnements, des entretiens, des vidéos, tout ce qu'il faut pour que l'on puisse vraiment recueillir l'ensemble du besoin des opérateurs et l'adapter au contexte d'utilisation. Étudier également l'analyse des postures, donc là c'est un focus particulier à travers la méthode RULA, et puis également s'appuyer sur un certain nombre de normes d'ergonomie qui vont donner un certain nombre d'indications. Alors les valeurs ne sont pas forcément à apprendre mot pour mot, mais en tout cas dans un certain nombre de normes, on peut retrouver une sorte de checklist ou de questionnement qui vont faire que l'on va pouvoir se poser différentes questions sur un poste de travail en termes par exemple de manutention manuelle. Est-ce que l'opérateur prend la pièce trop basse? Est-ce qu'il va la lever trop haute? Est-ce qu'il va le faire une rotation du tronc? En fait, ces normes d'ergonomie sont aussi des outils qui vont aider à se poser les bonnes questions et à trouver des critères
qui vont permettre de trouver la solution la plus adaptée au poste de travail. Donc, ce sont toutes ces analyses-là qui vont permettre d'étudier et d'améliorer finalement quelques éléments. La posture de l'opérateur, on voit quand même que là, une personne de taille, on va dire de taille standard, est assis la tête dans un bloc pour pouvoir mettre des vis. Donc, l'après-midi, je l'ai vu, c'était une personne qui mesurait presque 1,90 m. Donc, vous imaginez encore les conséquences sur la taille de l'opérateur. La méthode RULA et puis l'outil d'analyse des risques qu'on utilise au CETIM, d'analyse de l'activité et des risques que l'on utilise au CETIM à titre d'exemple. Donc voilà, je rejoins ce que a dit Clarine, c'est le poste de travail, certes, mais c'est vraiment recueillir le besoin des opérateurs et l'intégrer dans un contexte ou dans un environnement de travail qui déborde finalement le cadre pur du poste de travail, parce qu'on doit prendre en compte aussi tout ce qui est allée de circulation. Est-ce que l'opérateur n'a pas derrière lui finalement des chariots qui passent sans arrêt, qui le gênent, qui peuvent le stresser et donc aggraver également toutes ces maladies professionnelles. Nous sommes à votre disposition pour toutes les questions. Le but n'était pas forcément de vous présenter un exemple, c'est quelque chose que si finalement vous êtes intéressé par une présentation d'exemples complémentaires ou en tout cas de principes complémentaires que nous pourrions, avec l'aide de Daniel et de Séverine, vous proposer dans une autre webconférence. Merci de votre attention.